avec le Covid, et encore plus aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on s'aperçoit qu'on entre dans une période qui nous interroge sur nos modèles économiques, qui nous interroge sur la mondialisation. Alors il y a des tas d'autres facteurs qui auraient dû nous interroger bien avant. Je pense à la crise de 2008 bien évidemment, et la prise de risque démesurée qui a conduit à l'effondrement de notre système économique, heureusement sauvé par les États et par une bonne coordination des États et des pouvoirs publics, par des plans de relance massifs et des politiques monétaires extrêmement audacieuses. Mais on était déjà dans ce questionnement sur la pertinence de ce fonctionnement de notre système économique. On aurait pu penser aussi que le réchauffement climatique et l'urgence de lutter contre ce réchauffement climatique auraient pu nous questionner. Parce qu'au fond, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est quoi, on pourrait parler des inégalités aussi, c'est quand même le résultat de notre mode de production, de nos modes de vie et de la façon dont fonctionne notre système économique. Bon, il a fallu attendre la pandémie, aujourd'hui la crise avec la Russie, pour que véritablement les questions émergent. Que nous disent tous ces événements? Ils nous disent très clairement que la mondialisation, qui a eu des effets très positifs indiscutablement, rappelons qu'il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui est sortie de la très grande pauvreté, qui vit pas encore dans l'opulence, mais malgré tout, il y a eu du progrès, il y a eu une montée des classes moyennes et un développement des classes moyennes partout dans le monde, il y a eu des effets extrêmement positifs à cette mondialisation, mais on le voit aujourd'hui, il y a un certain nombre d'effets pervers, et d'effets pervers qui menacent directement notre système économique. Et quand je parle du système économique, on ne parle pas juste du capitalisme, on parle aussi de nos modes de production et on parle aussi de nos modes de vie. Et nous, pays riches, on doit être encore plus sensibles à ça, puisque nos modes de vie, on s'y est un petit peu habitué et que les modifier va être quelque peu compliqué. Bon. Partant de là, la pandémie, le durcissement du ton en Chine, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, la guerre en Russie et finalement des positionnements de pays non occidentaux que l'on peut questionner, nous occidentaux, parce que refusant de condamner la Russie, refusant de soutenir les sanctions ou autres. Donc on a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'on s'oriente peut-être soit vers une démondialisation, soit en tout cas vers une reconfiguration de la mondialisation autour de blocs. Le bloc des démocraties respectueuses des droits de l'homme, le bloc des pays proches de la Chine et des pays dirigés par des autocrates, et que au fond l'économie, les flux économiques, le commerce international va s'organiser autour de ces blocs. C'est d'ailleurs, il n'y a pas que des charlatans qui ont ce type d'analyse, puisque très récemment, la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, a évoqué, a décrit ce monde-là, a décrit cette régionalisation qui est un fait, qui est en train de se produire, mais la régionalisation n'est pas complètement le monde de bloc, et a constaté que peut-être il allait falloir réfléchir à avoir des relations commerciales avec des amis, et c'est là qu'elle a parlé du friendshoring en opposition au offshoring, c'est-à-dire à la stratégie de délocalisation des chaînes de valeur partout dans le monde. Alors, la question de savoir si c'est effectivement une orientation qui va structurer nos relations au reste du monde dans les années qui viennent est une question extrêmement importante et extrêmement politique. Parce qu'on comprend bien tout l'intérêt dans son affrontement avec la Chine qu'ont les États-Unis à vouloir fédérer autour d'eux des démocraties, et étant le premier marché du monde et la première économie du monde, et en tout cas qui restera pendant très très longtemps encore la première économie du monde dit libre, il est bien évident qu'il y a un enjeu fondamental et stratégique pour ce pays à défendre cette démarche-là. La question qui se pose, c'est est-ce que, et ce pays et nous, les plus proches alliés de ce pays, on a intérêt de s'enfermer dans ce monde de blocs qui peut se révéler extrêmement dangereux, extrêmement instable et déstabilisant et porteur de nombreux conflits et de nombreuses guerres. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête et qu'il faut questionner. Il est évident qu'on est plus proche dans nos valeurs, dans notre façon de faire des affaires, dans notre façon de pratiquer le commerce, des États-Unis que de la Chine, dans le respect de la concurrence et autres, mais il est évident aussi que la mondialisation, si on peut lui reconnaître
un seul avantage, c'est la capacité qu'elle a eue à faire émerger un certain nombre d'économies et à faire entrer dans les relations, dans le commerce international, des économies qui en étaient jusque-là exclues, avec des tas d'effets pervers, avec des économies qui restent encore marginalisées dans ce système. Donc il y a encore beaucoup de progrès, mais les progrès ne viendront pas d'une segmentation du monde autour de blocs, les progrès viendront très certainement au contraire de plus de multilatéralisme, de plus de travail en commun pour faire avancer ce système économique et pour transformer ce système économique.